Oui, Frédéric Ponce, journaliste. Une question à Monsieur Petrasanta. Qu'est-ce qui vous fait dire, quels sont les éléments en votre possession qui tendraient à montrer que les radicalisés partis en Irak ou en Syrie ne reviendront pas en France? Avez-vous des éléments factuels ou des tendances? Merci pour cette question. Effectivement, c'est un vrai débat parce qu'il y a eu effectivement le livre de David Thompson, effectivement, qui s'appelait Les Revenants, qui a mis l'accent là-dessus. En réalité, c'est dans les échanges que j'ai eus avec le procureur de la République, François Molins, encore très récemment, qui m'a indiqué qu'il y avait eu très peu de retours en fait depuis le début de cette année, même pas une dizaine, et que la tendance allait effectivement être celle-là, qui aurait peu de retours dans les prochains mois. En France. Alors, sur les retours, effectivement, François Molins, avec qui je travaille presque tous les jours, explique ça. Il y a aussi un point important. Ce que moi j'ai vérifié lors de ma dernière visite de pays en Afghanistan, c'est que de nombreux, parce que ça rejoint ce que vous disiez d'ailleurs, c'est que de nombreux membres de la SI ont émigré là-bas. Ce qui a donné d'ailleurs, ils font moins c'est moins des actions militaires qu'ils font, mais les actions terroristes qu'on a vues en Afghanistan ces derniers temps viennent de la SI à cause de ça. Et ils ont pris une partie des activités et ils ont émigré là-bas. Ça, c'est la première des choses. La deuxième chose que l'on voit aussi, c'est que vous avez des combattants, ce que l'on appelle chez nous des combattants terroristes étrangers, qui sont partis d'ici, qui sont allés là-bas. D'abord, il y en a pas mal parmi les durs qui ont été maintenant tués au combat, éliminés, etc., ce que vous voulez. Donc ça, c'est déjà aussi une autre chose. Et enfin, on ne va parler des gens qui reviennent, il y a aussi des combattants terroristes étrangers qui retournent dans le pays d'origine de leur famille, C'est-à-dire, au lieu de revenir, par exemple, en France, où ils se savent attendus, ils vont ailleurs. D'autant que, si vous voulez, l'efficacité du système, pas simplement européen, mais du système général, et à force de travailler sur les questions justement de Advanced Passenger Information et tout ça, l'efficacité des systèmes d'échange à travers soit les services de renseignement, soit carrément les services de police est de plus en plus important sur les gens qu'on a bien identifiés comme étant là-bas. Voilà, donc si vous voulez, ceci étant, tout ce qu'on a identifié à la DECT, c'est d'une part qu'il y en a à peu près 40 à 50% en général dans le monde, je ne sais pas le chiffre français actuellement, qui sont rentrés, mais c'était les moins dangereux, comme je disais tout à l'heure. Ceux qui rentrent, s'ils arrivent à rentrer, ça sent vraiment un danger très fort d'action rapide. Voilà. Madame. Par exemple, je vous donne juste un exemple. En Russie, actuellement, ils en ont beaucoup. Ils ont, par exemple, plus de 1000 combattants terroristes étrangers qui sont revenus. Oui. Bonjour, Anne Gilles ici. Je voulais revenir sur les entreprises. Au-delà de la différence que vous avez soulignée tout un peu entre la grosse entreprise et puis les PME, il y a aussi une distinction qui est à faire entre les entreprises étatiques, qui sont soumises, je dirais, régulées par la laïcité, et puis les entreprises privées qui sont, elles, qui rentrent dans le cadre, elles, de la liberté religieuse. Alors, je dirais, il y a deux traitements possibles. Il y a le recours à la loi elle-même, et même les ressources de l'État ne sont pas accessibles de la même façon pour l'entreprise publique ou l'entreprise privée. Même si ces entreprises privées sont aussi grosses qu'une entreprise publique et qu'elles sont aussi stratégiques en termes de sécurité avec le clientèle, je pense notamment aux entreprises bâtiments ou autres.
est-ce que, en gros, cet écart, ce différentiel, qui a un impact quand même de la gestion, à la fois en termes de risque juridique, mais qui a aussi un impact en termes d'accès à l'information, en cas de détection d'un particulièrement motivé, est-ce que vous prenez un alignement, en gros, sur cet aspect-là? Peut-être une toute petite précision sur le plan du régime juridique. La situation que vous décrivez a été complétée par la loi travail, et notamment son article 2, qui a intégré dans la loi la jurisprudence Babylon de la Cour de cassation, qui a réduit l'écart entre le régime applicable dans les entreprises publiques et celui applicable dans les entreprises privées. Qui veut réagir? Ce que j'ai remarqué là aussi dans les PME, c'est qu'il y a une peur de l'action juridique. Une peur de l'action juridique pour pas, entre guillemets, se mettre un procès à dos qui forcément à un moment va se connaître. Donc ce que j'ai repéré, c'est plus une hésitation à utiliser le recours au droit, même quand on est à peu près sûr que la chose se passera bien en procès. J'ai remarqué aussi dans certaines entreprises que certains managers en fait souhaitaient qu'on laisse à l'entreprise une grande latitude d'action vis-à-vis de ça, quitte à ce que certaines chartes aient valeur juridique. Charte évidemment décidée avec les partenaires sociaux, etc., etc. Et ce qui permettrait une adaptation entre guillemets aux petits oignons, vraiment pour chaque entreprise, voire pour chaque unité de production. Et par exemple, je pense à une entreprise d'alimentation, de viande, qui disait, mais nous finalement, même le voile, ça ne nous gêne absolument pas. Et pour laquelle l'idée que les salariés puissent venir voiler, pourquoi l'interdire? Donc c'est pour ça que, là encore, dans les PME, l'appel à une autonomie d'action juridique, c'est ce que j'entends le plus souvent. Peut-être en contrepoint, en illustration, la situation à la SNCF. Est-ce que cet aspect des choses est pris en compte? Alors, on est une entreprise publique, donc les principes de la République sont utilisés de mots trop grandioses, doivent s'appliquer. Donc ça ne se pose pas dans les mêmes termes. Donc il a plutôt fallu rappeler les règles et rappeler qu'est-ce que la laïcité, comment est-ce qu'elle était née. C'était quand même la protection de toutes les religions en échange à la base en 1905, en échange de la limiter à la sphère privée, que c'était pas si ridicule que ça offrait quand même une protection. Et que du coup, c'est assez facile de tenir une position où on dit, ben non, il y a des règles qui s'appliquent. Donc le voile, on l'a rappelé, même dès le recrutement maintenant, dire ben attention, si vous prenez un emploi à la SNCF, même si vous n'êtes pas en contact avec le public, vous n'aurez pas le droit d'avoir des signes religieux. Dans le même temps, l'entreprise veillera à ce qu'il n'y ait aucune discrimination du fait de votre religion et qu'ils soient en votre défaveur. C'est dit, mais c'est... On est une entreprise publique, donc on peut difficilement avoir une autre position que celle de l'État. Je vois bien l'extrême différence qu'il peut y avoir avec les PME, où effectivement on n'est pas dans le même environnement, clairement. Je vais vous raconter une anecdote pour essayer de vous faire toucher du doigt à quel point les salariés et certains chefs d'entreprise en fait sont vraiment perdus et très mal à l'aise parce que justement il manque d'assertivité et il manque d'autorité, voire simplement de conviction par rapport à eux-mêmes. J'avais assisté à une discussion avec justement un salarié gênant, ou en tout cas un salarié compliqué à manager à cause de ses problèmes de religion. Et donc on discute, et à un moment, la DRH me dit, mais vous avez fait des prises de position quand même au travail sur le terrorisme, qui est quand même un peu gênante. Il avait dû dire que ce qui se passe en
ce qu'on fait contre Israël doit être très bien, les Palestiniens ont raison de se révolter. Et il avait dit devant moi, un acte terroriste dans le cas des Palestiniens et d'Israël, moi franchement je trouve ça justifié. Les Palestiniens défendent leur liberté. Et là, au moment où moi j'avais commencé à évoquer le fait que bon, le terrorisme c'est quand même pas la méthode idéale, la DRH qui manquait de quelque chose, alors je sais pas de quoi, mais elle manquait de quelque chose, disant « Ah oui, c'est vrai, je l'avais pas vu comme ça ». Le terrorisme comme un élément d'une lutte nationale. Ouais. Et 10 minutes après, toujours pareil, sur le voile. Oui, mais tu as eu des positions sur le voile avec tes collègues féminines, tu comprends, c'est désagréable, tu ne peux pas dire ça. Mais moi, le voile, c'est une manière de respecter la pudeur de la femme. Et je respecte les femmes, et justement, je respecte mon épouse, parce que justement, elle est voilée. C'est vraiment une manière de la voir de façon beaucoup plus positive. Et là, alors que la DRH était femme, si c'est du respect, alors d'accord. Alors, est-ce qu'on subit un espèce de management bisounours, le management bisounours début des années 90? Bon, en tout cas, là, heureusement, c'est fini ça, les gens en sont revenus. Mais, vous voyez, on a de temps en temps l'impression qu'il y a un défaut de conviction, même sur des choses essentielles. La féminité, le respect de l'autre, c'est quoi, etc. On pointe du doigt là peut-être un aspect qui est les différentes formes d'islam. Et peut-être s'agit-il là un point d'éclairage sur le point que vous évoquiez tout à l'heure, c'est-à-dire des salles de prière qui pouvaient exister de manière assez transparente dans certains ateliers, dans certains services, mais peut-être était-on alors en confrontation avec l'islam nord-africain des années 60 et 70, qui n'a rien à voir dans les pratiques avec celui. Alors, sur le plan du droit coranique, ou de la charia si vous préférez, il faut distinguer la musalla et la masjid. La musalla, c'est le lieu de prière. Le lieu de prière, l'endroit où vous priez, qui entre guillemets peut être n'importe quoi. Ça peut être n'importe où. Il faut juste que pour votre prière, il faut une séparation avec le sol, et il ne faut pas qu'il y ait d'images figurées devant vous. Donc c'est pour ça qu'en général on prie devant un mur, si je puis dire. Ce qui au passage permet en fait un musulman a le droit de prier dans une église, à condition que les statues soient masquées. Donc on confond la musalla, et donc une fois que j'ai fait ma prière, eh bien, ce lieu où j'ai prié eh bien, redevient ce qu'il était avant, et je peux en changer n'importe quand. Et donc, pour toutes les prières quotidiennes, je peux faire cela sur n'importe quel musalla. Et on confond la musalla avec les masjids. La masjid, c'est la mosquée, la mosquée cathédrale. Effectivement, elle est bâtie, elle est construite, elle est adossée à un système de financement qui est réglementé par des biens waqf. Les biens waqf, effectivement, appartiennent à la communauté. Et on voit aujourd'hui une espèce de mélange des deux types de lieux de prière, mélange chez les anti-musulmans et mélange chez les salafistes. Les salafistes disent, à partir du moment où j'ai prié ici, c'est une masjid, tu ne peux plus transformer ce lieu en autre chose. Et donc, dans certaines entreprises, notamment d'abattage de poulet, j'ai vu ça, les types avaient décidé que tel lieu, on y a prié, n'appartient plus à l'entreprise. Invention totale, puisque le bien waqf, il est donné par le propriétaire à la communauté musulmane. Là, jamais l'entreprise n'avait donné le lieu en question à la communauté, jamais. Donc les salafistes font leur sauce, et à l'inverse, dans des courants un peu identitaires, on va dire, ouais mais les musulmans, de toute façon, il ne faut rien leur accorder, parce que s'ils prient un endroit, l'endroit leur appartiendra. Dans les deux cas, ça ne correspond absolument pas aux règles traditionnelles. Alors une fois que vous avez dit ça, vous avez en face de vous un employé qui vous dit non, c'est à moi, bon là vous êtes bien avancé. Hein. Vous pouvez faire venir tous les imams que vous voulez, ça ne servira à rien. Mais en termes de droit coranique, les choses sont claires. C'est pas la même chose. Est-ce qu'il y a d'autres situations analogues sur
seriez confrontés et qui permettraient d'illustrer ce genre de réalité? Non, le cas qu'on aura plus fréquemment, ce serait effectivement un effet tache d'huile. Donc on évoquait avec éventuellement une pression sur les coreligionnaires. Donc là, d'inviter nos patrons d'établissement à être extrêmement vigilants. Quand on a un cas, quand on a deux cas, quand on a trois cas, je posais paraphraser les tontons flingueurs, un barbus, un barbu, trois barbus, c'est vraiment de mauvais goût. Mais le mauvais goût peut parfois faire un bonnet de mémoire. Donc ça peut être un sujet effectivement d'éviter de voir basculer dans des approches déviantes. Mais, donc on ne va pas se positionner sur le terrain religieux, on ne va pas faire d'analyse religieuse. On est plus à l'aise avec la loi sur la laïcité, en ce sens qu'elle est à la fois protectrice des religions et qu'elle en définit un champ. Alors, je suis bien conscient que c'est parfois contradictoire avec certains éléments de pensée religieuse, mais ça donne quand même une assise qui est assez confortable, qui est simple à expliquer et qui peut permettre à des managers d'avoir quelque chose à se raccrocher qui soit suffisamment solide, qui permette effectivement de tenir sa position sans avoir à rentrer dans des débats où effectivement il serait très très vite perdu. Oui, je pense que vous avez vraiment tout à fait raison, parce que de toute façon, l'arrivée d'un imam pour discuter, pour dire mais non, c'est pas comme ça, tu sais très bien que dans l'islam c'est pas ça, ça ne sert à rien, c'est complètement contre-productif, et vous obligez les salariés d'origine musulmane à se positionner alors qu'ils n'ont peut-être pas du tout envie de se positionner là-dessus. Oui, pour aller un peu plus loin dans le débat, il y a un sujet qui n'a pas été abordé effectivement dans le cadre de l'entreprise qui est à mon avis assez problématique, et dans le cadre de la commission d'enquête, on a pu le constater notamment à l'aéroport de Paris, à Roissy. C'est quand même une montée en puissance de l'infiltration d'un certain nombre d'organisations syndicales qui communautarisent le syndicalisme, qui viennent en syndicat de défense d'une religion ou d'une communauté et qui recrutent de cette manière-là, qui prennent le pouvoir dans une organisation syndicale avec des revendications qui deviennent extrêmement complexes pour un certain nombre d'entreprises. Et c'était flagrant à Roissy au sein de l'ADP et également au sein des prestataires intervenant dans le cadre de l'ADP. C'est une difficulté majeure sur laquelle effectivement les entreprises sont de plus en plus confrontées et qui risque de s'accentuer dans les mois et les années qui viennent. Oui, moi, ce qui m'intéresse dans ce débat, je le vois d'un œil extérieur par rapport à la France. Et c'est intéressant de voir combien le débat s'est radicalisé, entre guillemets, enfin, c'est dans les institutions, dans les entreprises, etc., d'une manière aussi forte. Je retrouve pas ça partout, même très, très peu. Et je trouve ça, ce que vous disiez par exemple sur le tapis de prière, le fait qu'il n'y ait pas de contact avec le sol, vous allez dans de nombreux pays, le type qui prie là, bon, il a son tapis, c'est fini, après, on ne parle plus, il ne revendique pas le lieu. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, c'est quelque chose que je trouve, ou alors à l'aéroport de Roissy, comme vous disiez, je ne le trouve pas dans beaucoup de pays. Je trouve que cette revendication d'identité salafiste déviée, on pourrait même dire on en arrive là, parce que le littéralisme n'est pas forcément ça. Justement, ils vont au-delà du littéralisme. Alors que vous faisiez, je le rappelle aussi en tant qu'historien, comment dirais-je, de l'islam malékite ou alors de l'islam du temps des califes de Bagdad. Donc, je trouve pas ça. Je trouve pas ça ailleurs. C'est très bizarre. Je trouve ça en France. Vous allez, un peu dans le Danemark. Voilà, c'est un peu les seuls endroits où vous allez le retrouver. Je n'ai pas trouvé ça en Angleterre. Bon, c'est pas du tout le même genre. C'est vraiment une expérience. Il faudrait essayer de tenter sur le plan de la recherche, de savoir comment ça se relie, ça.
comment ça se relie par rapport, par exemple, à la relation entrepreneur-salarié en France, à la relation, je ne sais pas moi, religion, effectivement, loi de 1905, je ne sais pas comment ça se dit, mais c'est certainement lié à l'histoire. Ça, c'est clair. Oui, je pense que l'histoire française, dans ses relations avec le catholicisme, nous donne d'énormes clés de lecture. Oui. Ouais. Alors, ce que je dis de temps en temps aux musulmans que je peux rencontrer autour de toutes ces questions, c'est qu'il ne faut jamais qu'ils oublient à quel point la Troisième République a été beaucoup plus dure avec le catholicisme qu'elle ne l'a été avec l'islam. Hein. Il y a un gap absolument gigantesque. N'oublions jamais qu'en 1905, 3000 prêtres de nationalité française ont été expulsés du pays. Quand on se pose la question, est-ce qu'on enlève la double nationalité de quelqu'un, bon là, la Troisième République, elle avait répondu à la question tout de suite. Quoi. Donc, il faut aussi savoir remettre les choses dans le long terme. Le catholicisme, la République, entre guillemets, a réglé la question du catholicisme, manu militari, on peut presque le dire, et aujourd'hui, l'islam se retrouve dans la même position que le catholicisme. Alors, heureusement pour l'islam, quelqu'un d'autre est passé par là avant. Donc, on peut croire que le travail se fera de façon moins brutale. Ceci dit, le catholicisme avait aussi réglé au fil de l'épée la question du protestantisme. Oui. Monsieur Pons, et puis peut-être une dernière question. Merci. Oui, une question un peu dans le prolongement de ce qu'a dit M. Laborde sur peut-être la spécificité française, et cette question s'adresse à Vincent Roch. Est-ce que vous êtes livré à une sorte de benchmarking européen pour évaluer ce que vos homologues allemands ou britanniques, par exemple, dans le rail, font ou ne font pas par rapport aux solutions SNCF? Alors on a quelque chose qui s'appelle le code Beaufort, par lequel les différentes directions de la sûreté des chemins de fer européens coopèrent avec des groupes de travail spécialisés là-dessus. Chacun fait un peu preuve de pudeur sur ce qui est mis en œuvre. Je pense que SNCF est de plus en pointe sur le sujet. Je suis convaincu qu'on aura rapidement, avec nos collègues allemands, des échanges assez intéressants. On travaille beaucoup effectivement avec nos collègues belges sur le sujet. Chaque pays a quand même sa propre histoire. Et je pense qu'on verrait plus de liens entre le comportement d'une compagnie de chemin de fer et le comportement de l'État auquel elle est rattachée. On verra plus de voisinage que lié au métier d'entreprise ferroviaire. En gros, on va voir à la SNCB des choses qui sont voisines de ce que pratique l'État belge. En Allemagne, des approches qui vont être très proches de ce que fera l'État fédéral ou les Länder. Maintenant, ça va peut-être changer un petit peu avec le temps. Plus on est touché directement, plus on doit s'attaquer au sujet et rentrer dans le concret. Et je pense que ça risque d'aller assez vite à partir de maintenant, parce que tout le monde est touché. Merci beaucoup. Nous allons marquer une brève pause.